Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Nous reviendrons sur les nouvelles mesures du président de la République pour endiguer le coronavirus. Dans son adresse à la nation ce jeudi, le président Alassane Ouattara a annoncé notamment la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays et réaménagé dans le Grand Abidjan qui reste isolé. Pourquoi toutes ces nouvelles mesures? Éléments de réponse dans ce journal. Ce 8 mai, quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan. Ce vendredi, on dénombre 31 nouveaux cas portant à 1602 le nombre de personnes contaminées, dont 754 patients guéris, 828 cas actifs à ce jour. Les messages de sensibilisation pour freiner le coronavirus se multiplient, notamment au point presse du gouvernement. Ce vendredi, les ministres Sidi Touré, Aka Awele et Diomandé Vagondo sont montés au créneau pour expliquer aux populations l'importance des nouvelles mesures arrêtées par le président Ouattara dans son message à la nation. En cette crise sanitaire, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, permet à 155 quartiers précaires du district d'Abidjan d'être raccordés au réseau national afin d'avoir accès à l'eau potable. Il vient de lancer à Yopougon le projet pour l'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Soyez les bienvenus sur RTI1. La sensibilisation continue pour gagner la bataille contre le coronavirus. D'abord, je vous propose de revenir sur les nouvelles mesures du président de la République pour endiguer le coronavirus en Côte d'Ivoire. Dans son adresse à la nation hier jeudi, le président Alassane Ouattara a annoncé notamment la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, le maintien de l'isolement du Grand Abidjan avec un couvre-feu réaménagé de 23h à 4h. Mais qu'est-ce qui a motivé de telles décisions? Je vous propose le décryptage de Mahama Traoré. L'annonce de l'adresse du chef de l'État à la nation ce jeudi soir a suscité plusieurs questions. Nombreux étaient-ils à s'interroger sur le durcissement ou non des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré pour lutter contre le Covid-19. Un mois et demi après avoir annoncé la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire, le président Alassane Ouattara se devait de dresser le bilan, 1,2% de taux de létalité et 47,6% de malades guéris. Des résultats satisfaisants selon le chef de l'État. Notre stratégie fonctionne. À tel point que l'intérieur du pays n'enregistre plus de nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 21 avril dernier, ce qui va conduire le chef de l'État, après avis du Conseil national de sécurité et du comité scientifique de lutte, à arrêter les mesures suivantes. Concernant l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Pour l'heure, ces mesures d'allègement de l'état d'urgence ne s'étendent pas au Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie. La période d'observation se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai
2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. Ouverture progressive des centres de dépistage, renforcement de la capacité de prise en charge ou encore distribution à grande échelle des masques. C'est clair, l'exécutif ivoirien continue de déployer les grands moyens dans ce combat contre le Covid-19. Toutefois, le président Alassane Ouattara exhorte ses concitoyens à la discipline et à la responsabilité, des armes indispensables selon lui pour bouter hors de Côte d'Ivoire cette pandémie du Covid-19. On veut tous savoir le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a dévoilé le bilan ce vendredi. On dénombre 31 nouveaux cas portant à 1602 le nombre de personnes contaminées, dont 754 patients guéris, 828 cas actifs à ce jour. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Aka Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cependant, nous insistons auprès de la population sur le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour nous protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent des mains à l'eau, au savon ou avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche malheureusement plusieurs pays. Ce vendredi 8 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Burkina Faso, 736 cas confirmés, au Mali 650 cas, Libéria 189 cas confirmés, au Togo 145 cas confirmés, Bénin 242 cas confirmés, Sénégal 1551 cas confirmés, à Madagascar 193 cas confirmés. Et loin du continent africain, les États-Unis enregistrent 1 271 775 cas confirmés, 76 368 décès. Et au total, dans le monde entier, on dénombre ce 8 mai 3 907 055 cas confirmés avec 272 578 décès.
L'Europe également touchée et endeuillée par le coronavirus a commémoré ce 8 mai la fin de la Deuxième Guerre mondiale à huis clos. À cause de cette pandémie, pas de foule, pas de cérémonie pour marquer cet événement survenu il y a 75 ans. D'ordinaire, l'Allemagne ne célèbre pas les anniversaires du 8 mai 1945, date de la capitulation du régime nazi face aux Alliés. Cette fois, la ville de Berlin a décidé de déclarer férié ce jour synonyme de défaite, mais aussi de libération du national-socialisme et des camps de concentration du jamais vu. En France, comme vous le voyez sur ces images, comme dans d'autres pays européens, la fin de la guerre a été aussi marquée, mais à huis clos. Et ici, en Côte d'Ivoire, on continue la sensibilisation pour freiner le coronavirus. Les messages se multiplient, notamment au point presse du gouvernement. Aujourd'hui, vendredi, les ministres Sidi Touré, Aka Awele et Diomandé Vagondo sont montés au créneau pour expliquer aux populations l'importance des nouvelles mesures arrêtées par le président Alassane Ouattara dans son message à la nation. Serge Koléa. 3 ministres du gouvernement pour ce point de presse quotidien. Les échanges s'articulent autour de l'amplification du message à la nation du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces membres du gouvernement d'insister sur les décisions arrêtées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation sécuritaire. Depuis le début du couvre-feu, nous avons au total interpellé 1260 personnes. En termes d'assistance, 1047 personnes ont bénéficié donc du concours des forces de sécurité. 388 engins ont été mis en fourrière. 161 corps ont été enlevés. Diomandé Vagondo a ensuite réaffirmé la fermeté des forces de sécurité qui veilleront au respect des nouvelles dispositions. Dans le cadre du respect de ces mesures, les forces de sécurité seront fermes. Elles seront très fermes. Parce que nous venons de dépasser maintenant la période de sensibilisation. Donc j'invite les uns et les autres à faire preuve de civisme et ne pas se retrouver dans des situations de non-respect de toutes les prescriptions qui ont été édictées. Il est bon de savoir que les contrevenants seront sanctionnés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale a répondu à une question relative à la réouverture des lieux de culte à l'intérieur du pays. Le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne doit pas dépasser 200, mais il y a la mesure de distanciation sociale. Il faut qu'entre chaque individu, il y ait un minimum 1 mètre. Je voudrais que les responsables des cultes puissent s'en inspirer pour conduire leur office. Vigilance accrue, renforcement de la sécurité aux frontières, aux différentes entrées et sorties du Grand Abidjan, les ministres sont unanimes pour que la mesure d'isolement soit strictement suivie. Il est de la responsabilité des acteurs que nous sommes, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité, de faire en sorte qu'aucun Ivoirien contaminé ne sorte d'Abidjan pour aller à l'intérieur contaminer les autres. Donc l'obligation qui va être faite à tous ceux qui veulent sortir d'Abidjan, tout le monde doit être dépisté, prélevé, dépisté, de détenir un certificat de négativité après le dépistage. Appel à la discipline et à la responsabilité de tous, respect des mesures barrières avec obligation du port du masque dans le Grand Abidjan. Voici l'essentiel du message à véhiculer. Sur la bonne voie et le leadership affirmé du président de la République et du Premier ministre Amadou Coulibaly s'affirme dans ce contexte. Protégez-vous, protégez les autres, mais surtout soyons solidaires. Il faut que chacun de nous soit le policier de l'autre, dans le respect des différentes mesures barrières. C'est très important. Les questions liées à la reprise de l'enseignement dans les écoles et universités de Côte d'Ivoire seront abordées ce samedi 9 mai 2020.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi pris la parole devant les députés ce vendredi. Le général Vagodon Diomandé a fait le point des actions sécuritaires engagées par la Côte d'Ivoire depuis l'apparition du coronavirus dans le pays. Les forces de l'ordre, vous le savez, sont au front contre cette pandémie et ces forces veillent au respect des mesures prises pour stopper la propagation du virus. Il s'agit notamment du couvre-feu qui a été levé, je rappelle, à l'intérieur du pays et réaménagé dans le Grand Abidjan. On en sait plus avec Herman Givi. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce vendredi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagodon Diomandé, face aux députés. L'instauration d'un couvre-feu, le confinement du Grand Abidjan, il nous a paru important, monsieur le ministre, de vous convier pour nous entretenir sur le rôle joué par votre ministère dans la mise en œuvre de ces mesures et aussi la stratégie adoptée et les actions menées sur le terrain par vos agents. Il a été question, et il est toujours question, de renforcer les patrouilles de dissuasion pour faire respecter les mesures de restriction des déplacements et l'application du couvre-feu dans le strict respect des droits humains. Ensuite, veiller au respect des mesures de fermeture des frontières. Veiller au respect des mesures barrières et des nouvelles dispositions en vigueur dans les transports en commun. Sécuriser les sites de mise en quarantaine, de prise en charge des malades du Covid-19 et de dépistage. Poursuivre, enfin, les missions traditionnelles de protection des personnes et des biens. Les élus du peuple se posent des questions sur la situation sécuritaire et les options choisies par la Côte d'Ivoire pour éviter la propagation du virus. De la question des droits du citoyen qui seraient bafoués lors de contrôles. Ces vidéos que nous avons tous vues circuler. Dès que j'ai eu connaissance de cette affaire, l'instruction ferme a été donnée au DG de la police qui a pris ses responsabilités. Tous ceux qu'on a pris en train de faire ça ont été sanctionnés. Et ça s'est arrêté net. Mais au-delà de ça, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a fait une tournée de sensibilisation avec les forces de police sur le terrain. Ça s'est arrêté. Au port du masque désormais obligatoire dans le Grand Abidjan. Nous avons passé quasiment tout le temps à sensibiliser. Je vous le dis, et avec la plus grande assurance, nous allons passer maintenant à la phase répressive. Le rassemblement de personnes désormais circonscrit à 200 personnes ou encore l'octroi de laissez-passer. Tout y passe. Devant le flot de questions ou de suggestions, le ministre, lui, prend note, puis répond. Quelle est l'efficacité du couvre-feu? Le fait d'empêcher les gens d'aller en carnaval de nuit, c'est un facteur, à mon sens, qui limite les risques de propagation. Au regard de l'insouciance dont font preuve certaines populations face au danger que représente le Covid-19, certains élus recommandent que le ton soit martial. Ton martial ou pas, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile prévient et rassure sur son engagement à mener à bien sa mission. Vous pouvez compter sur moi. On ne va laisser passer la bonne occasion pour mettre fin à tout ce qui pourrait mettre à mal les mesures qui ont été prises dans le cadre non seulement de la sécurité générale, mais dans le cadre de la lutte contre le Covid. Plus de 2 heures de débat et d'échanges. Une séance de présentation, certes, mais une séance de questions-réponses. Voici comment l'on pourrait qualifier l'exercice auquel s'est livré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Chaque jour, on le sait, eh bien, un point du gouvernement est fait pour annoncer justement le nombre de contaminés, le nombre de guéris. Il s'agit de rassurer les Ivoiriens sur les dispositions prises par le gouvernement, surtout d'appeler les Ivoiriens à rester vigilants. Comme il l'a dit, la lutte n'est pas encore terminée. Nous avons un ennemi à abattre et cet ennemi, c'est le Covid-19. Voici ce qu'il faut de façon générale retenir de l'intervention du ministre de la Sécurité et de la Protection civile ce jour à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Voilà, c'était le reportage d'Herman Guivet à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, 74 Ivoiriens bloqués à Dakar à cause du Covid-19 ont pu regagner Abidjan ce vendredi. Ce retour a été décidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui répond ainsi aux cris de détresse de ses compatriotes en voyage à l'étranger. Ce premier contingent est le début d'une série qui prendra en compte 4 pays. Ces Ivoiriens de retour ont été confinés aussitôt à l'INGS où ils seront pris en charge à 100% par le gouvernement, comme nous le rapporte Lancine Bakayoko. À l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a validé le rapatriement des résidents ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait du Covid-19. Parmi les 4 premiers pays sélectionnés, le Sénégal. À bord de cet avion qui marque le début du programme de rotation, 74 personnes qui regagnent ainsi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de prouver une fois de plus que nous sommes un grand pays, que nous sommes un pays qui accorde une importance capitale à la vie de ses ressortissants, tant sur le territoire national qu'en dehors des frontières. Et la constante sollicitude du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, du Président de la République et tout le gouvernement vient encore d'être prouvé. Ce retour au pays natal, un soulagement pour ces Ivoiriens que la pandémie du coronavirus avait contraint à l'exil depuis 2 mois. Les mots nous manquent. On est tellement contents de rentrer au pays. La famille est là, notre mari est là, les enfants sont là. Franchement, on ne savait pas comment faire. Il y avait des problèmes de logement. Il faut dire que la vie au Sénégal est très difficile. Les problèmes de logement, parce que les logements sont payés par jour, en moyenne 5 000 par jour. Et la nourriture. Les 74 personnes ont été aussitôt acheminées à l'INGS, où elles seront prises en charge durant les 2 semaines de confinement. Toutes les dispositions idoines ont été prises par le gouvernement à l'effet de les prendre en charge. La pension complète, ils auront droit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et le ministère de la Santé est là pour veiller aux règles d'hygiène, mais surtout à leur santé. Un autre avion, toujours en provenance de Dakar, est attendu à Abidjan. Elles ont aussi le sourire, les familles défavorisées des quartiers d'Abidjan. Il y a de l'eau potable pour tous en cette crise sanitaire. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en fait en tout cas sa préoccupation. 155 quartiers précaires du district d'Abidjan seront raccordés au réseau national. Le ministre de l'Hydraulique vient justement de lancer dans la commune de Yopougon un projet dans ce sens. L'eau, source de vie, ne manquera donc pas dans les maisons des familles défavorisées, comme nous le dit Jean-Luc Bangbo. Bembli, dans ce sous-quartier de la commune de Yopougon, c'est la corvée journalière pour Joël. L'approvisionnement en eau pour la famille, un véritable casse-tête. C'est comme ça tous les jours, on se fatigue, soulever les bidons, c'est pas facile. Donc s'il y avait les compteurs, c'est-à-dire chacun son compteur, voilà, ça serait un peu bien. Parce qu'avec toute la famille, tout ça, ça n'arrive pas à combler les besoins de la maison. En l'absence d'un abonnement, c'est vers les revendeurs d'eau qu'il se tourne pour sa ration journalière. Le seau à 25, la bassine, il y a 50, il y a 100 francs. Nos souhaits, c'est pour que tout le monde puisse avoir l'eau, pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça là, c'est un peu cher. Il n'y a pas l'argent. À cause du corona, il n'y a rien ne marche. Recours aux revendeurs d'eau, eux-mêmes confrontés à la faiblesse de la pression de l'eau. Principale difficulté auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier. Situation à laquelle va remédier le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, APTF, lancé ce jour. Les 2 difficultés qui empêchaient les populations d'avoir accès étaient d'une part qu'on manquait de réseau. Donc effectivement, pour amener l'eau au robinet, il faut passer par des réseaux. Et donc vous le voyez là, à travers ces canalisations et ces conduites, c'est 800 km. On va apporter du réseau. Le deuxième élément, c'est qu'il faut payer 147 000 et 20 000 d'avance pour pouvoir s'abonner. Là, à 10 000 francs, au lieu des 147 000, vous n'avez que 10 000 francs à payer pour pouvoir être accordé dans le cadre de ce programme. Ce sont 155 sous-quartiers du district d'Abidjan qui sont concernés par ce projet. Une promesse de lendemain meilleur pour près de 2 millions de personnes. Dorénavant, une fois que le travail va finir, sera terminé dans 3 mois, ces populations vont bénéficier du branchement social et donc ils auront leur compteur, ils auront leur robinet chez eux et ils pourront faire un tour de mer pour avoir de l'eau potable comme toutes les autres populations dans les autres quartiers. Une initiative de grande portée sociale qui coûtera
au moins 47 milliards de francs CFA à l'État. Pour cette première phase du projet dans ce sous-quartier de Yopougon, ce sont 30 000 personnes qui attendent avec impatience la fin des travaux. Lutter contre le coronavirus, c'est aussi dire non aux fausses informations et aux rumeurs. Il faut plutôt promouvoir le vrai son sur la crise sanitaire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, initiateur de cette action, est en campagne. Sa vision est partagée par une société de téléphonie mobile qui a mis à sa disposition un centre d'appel. Le but est clair, casser par le vrai son, les rumeurs et les fake news. C'est Forazegui. Commune de Trècheville, au 2e étage de cet immeuble, un call center. Le ministère de la Santé qui vous remercie pour votre appel. Vous pouvez nous appeler si vous avez d'autres préoccupations. Et surtout, nous vous prions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires. Ce centre d'appel, né d'une collaboration entre l'opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, vient d'être offert au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Par ce don d'une valeur de 300 millions de francs CFA, la maison de téléphonie mobile veut contribuer à bouter hors du pays le coronavirus. Nous avons décidé d'appuyer le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en offrant l'occasion à des jeunes Ivoiriens de promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire et de donner le vrai son. À travers sa campagne Le Vrai Son, qui a pour but de donner les vraies informations aux jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a recruté 44 jeunes pour ce projet de call center. Par la mise en place de ce call center, nous sommes aussi un département en charge de l'emploi des jeunes. Vous participez indirectement ou directement à réduire donc, le chômage des jeunes, puisque selon les informations que vous avez mises à notre disposition, ce sont 44 jeunes et qui vont se réveiller en 2 groupes et qui vont animer donc, ce call center. Donc je veux très sincèrement vous dire merci pour cet appui que vous apportez à la jeunesse ivoirienne. Ce centre d'appel, qui pourra recevoir plus de 5000 appels par jour, fait la fierté du ministre Eugène Akaawele. Il exprime donc sa gratitude aux donateurs pour leurs actions conjointes qui, sans doute, renforceront significativement la sensibilisation de proximité. Je voudrais saluer MTN qui nous donne cette occasion après l'initiative prise par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune pour ce soutien extrêmement important qu'il donne et qui va nous permettre de faire éclater à chaque appel la vérité et la vraie. En plus de ce centre d'appel, cette entreprise citoyenne a mis à la disposition du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes 8 millions de messages électroniques ainsi qu'une plateforme de paiement mobile à l'endroit des bénévoles recrutés pour mener la campagne de sensibilisation sur le terrain, toujours dans le cadre de la campagne Le Vrai Son. Il faut donc promouvoir le vrai son, la bonne information, et la bonne information, c'est bien sûr sur RTI1. Les actions s'enchaînent, comme on le voit, contre la pandémie, et la solidarité se solidifie aussi. Le ministre de l'Économie et des Finances a reçu d'une structure bancaire un chèque de 60 millions de francs CFA. Cette société américaine répond ici à l'appel à la solidarité nationale consécutivement à la lutte contre le coronavirus. Noël Niagno. Immeuble Siam d'Abidjan Plateau, 19e étage, cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Le locataire des lieux, Adama Koulibaly, reçoit en audience Mme Diara Souba Viviane, née Bakayoko, directeur général de la Citibank Côte d'Ivoire. Au menu de cette rencontre, la remise d'un chèque de 60 millions de francs CFA, expression de la contribution de cette institution financière à l'effort national dans la lutte contre le coronavirus. Une démarche citoyenne, solidaire, des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. Celle de ce matin, pour nous, était d'abord de féliciter le gouvernement quant aux mesures promptes et efficaces qu'elle a mis en place justement pour lutter contre cette pandémie. Après avoir remercié la donatrice, Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a réitéré sa volonté de transparence dans la gestion des fonds recueillis ça et là, devoir de redevabilité oblige, avant d'annoncer le 3e Covid-Bond de l'État de Côte d'Ivoire. Sur cette opération de Covid-Bonds, il y a 3 tranches. Il y a 2 tranches qui sont déjà passées. Il reste la dernière tranche qui va être mise pour 175 milliards de francs CFA le 11 mai. Je voudrais, pour rassurer tous les généreux donateurs,
que leurs ressources seront utilisées justement pour ce pourquoi les ressources ont été mises à disposition du gouvernement et qu'un rapport sera fait pour que chacun sache effectivement où va sa contribution. Un engagement qui rassure les investisseurs. La transparence à travers le rapport que le gouvernement s'engage également à, je dirais, divulguer auprès des différents donateurs est un geste de continuité, de transparence dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Donc pour nous, ça ne peut que contribuer à rassurer les investisseurs que nous sommes. La Citibank est une société américaine de droit ivoirien. Il faut assurer la continuité des cours malgré le coronavirus. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de la vie scolaire, a lancé hier jeudi le projet Covid-19, ma vie scolaire à la maison. Ce projet vise à aider les élèves à garder le contact avec les études et l'entrepreneuriat, même étant chez eux. Le directeur de la vie scolaire était face à la presse pour expliquer les grandes lignes de ce projet. Walter Amadou Ouattara. Covid-19, ma vie scolaire à la maison, présenté officiellement par le directeur de la vie scolaire. Avoir une bonne formation sont des droits fondamentaux que nous devons donner à nos enfants, même en temps de catastrophe ou en temps de pandémie. Face à cette problématique, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a initié le programme L'école à la maison qui est diffusé à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre que le ministère a initié aussi ce programme Ma vie scolaire entrepreneuriale à la maison. Cette initiative du ministère s'articule autour de 3 phases principales, à savoir formation et information via des capsules vidéo, initiation en ligne sur la réalisation de projets numériques innovants comme solution pour la sensibilisation et la lutte contre la pandémie liée au Covid-19. Mise en place de la cartographie des 15 micro-entreprises scolaires régionales. L'objectif, c'est d'emmener les élèves à la maison à s'approprier de cette thématique et de développer à partir de cette thématique des activités pratiques, des activités entrepreneuriales de lutte contre le Covid-19. Les enseignements se font en ligne via les canaux digitaux et le site internet de l'entrepreneuriat scolaire de Côte d'Ivoire. Autre bonne action à saluer, l'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, vole le secours de ses membres. Notez que cette ONG a fait des dons d'environ 4 millions de francs CFA à tous ses membres. On en sait plus avec Clément Boko. L'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, vient en aide à ses membres. L'association participe à travers ce geste à l'élan de solidarité prôné par le gouvernement. Les dons sont à hauteur de 4 millions. C'est composé de riz, d'huile, de savon liquide, de seaux, de lavage des mains et des cache-nez. À nos 9 coordinations du Grand Abidjan, pour leur exprimer notre soutien et notre compassion dans cette dure épreuve, cette situation difficile de crise sanitaire et du Ramadan qu'elles traversent. Un don qui vient soulager ces femmes dont les activités économiques sont en baisse du fait de la pandémie à coronavirus. Nous voudrons vous faire la promesse que vos dons atteindront la cible souhaitée, à savoir les veuves, les malades et toute autre personne rendue vulnérable du fait du Covid-19. L'ONG AFAMA existe depuis 2006 et est engagée pour l'autonomisation de la femme et auprès des populations démunies. La crise sanitaire n'altère pas du tout les efforts de la commission électorale indépendante qui poursuit les échanges avec les acteurs engagés dans le processus électoral. Après les partis politiques, c'est au tour des organisations de la société civile d'échanger avec l'institution en charge des élections dans notre pays. Et à cette rencontre initiée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, plusieurs points ont été abordés, dont la révision de la liste électorale. On en sait plus avec notre reporter Kounati Moussa.
La révision de la liste électorale, le recrutement et la formation des agents électoraux, l'enrôlement, des sujets au cœur de cette rencontre entre la commission électorale indépendante et les organisations de la société civile. Après la révision de la liste électorale qui va intervenir à partir du 10 juin, il y a 3 mois pour sortir la liste provisoire. Quand elle sera apurée, il y aura la liste définitive des élections. Et je pense que c'est une excellente initiative et c'est rassurant. C'est la première rencontre d'une série d'autres rencontres qui nous permettront d'avoir d'abord les informations qu'il faut et de constituer un relais viable et efficace, vraiment avec les populations à la base. La participation de tous les acteurs pour des élections apaisées et transparentes. Un vœu cher à Ibrahim Kouibia Koulibaly. Pour le président de la CEI, les organisations de la société civile jouent un rôle important dans le processus électoral. Vous êtes un démembrement de la commission électorale indépendante quand je tiens compte de vos attributions. Vous êtes la commission électorale indépendante dans le processus électoral. Parce que vous serez porteur du message de la commission électorale indépendante auprès de la population. Vous êtes censé ne pas avoir de parti politique. Votre parti politique, c'est le peuple. Votre parti politique, ce sont les droits et devoirs de la population. Vous l'avez tellement bien compris qu'aucun rendez-vous électoral ne se fait sans vous. Et nous aussi l'avons compris ainsi. Cette rencontre est une initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de son projet dénommé Appui aux élections. On évoque encore la solidarité, valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est le slogan du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une devise qui rime parfaitement avec ce mois du Ramadan, un mois mis à profit par la ministre Mariatou Koné qui a offert des vivres à une 50aine d'ONG et associations musulmanes à la faveur de la 4e édition de l'opération Solidarité Ramadan. Abdoulaye Koné. À la mosquée Salam du plateau, tout commence par une psalmodie du Saint-Coran avant de voir Mariatou Koné traduire le geste d'entraide du gouvernement à l'endroit de 1000 familles à faible revenu et fortement impactées par les conséquences du Covid-19. Pour cette 4e édition, il s'agit d'apporter plus de gaieté, plus de joie, plus de dignité dans la vie de 1000 familles vulnérables. Ainsi, ce sont 25 tonnes de riz, 4 tonnes de pâtes alimentaires, 1,5 tonne de lait, 3,3 tonnes d'huile, 3 tonnes de vivres alimentaires, soit une valeur totale de 50 300 000 francs CFA. Le Ramadan étant un mois d'abondance spirituelle et un mois d'exaucement de vœux, nous gardons l'espoir que vos pieuses prières auront le retentissement souhaité et espérer auprès d'Allah. Selon les bénéficiaires, il s'agit d'un grand geste dans un grand moment d'épreuve lié à la maladie à coronavirus, mais également un moment de grâce dans cette période de Ramadan, un geste surtout salué par le porte-parole des bénéficiaires. La communauté musulmane et les Ivoiriens tout entiers vous disent merci pour ce geste, Inch'Allah. Quelques heures plus tôt, et toujours dans la même dynamique, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté avait offert des paniers du Ramadan à ses collaborateurs et à tout le personnel de son département. C'est bon pour le moral en cette crise sanitaire. La chaîne de solidarité se renforce dans notre pays. Le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour soulager les artisans sinistrés de Grand Bassam. On se souvient, le 2 mai dernier, une partie du village artisanal dans la ville historique de Grand Bassam a été embrasée malheureusement par les flammes et l'incendie a fait d'importants dégâts matériels. Jean Magagui. Un aperçu de ce qui reste du village artisanal de Grand Bassam après le passage de l'incendie qui s'est déclaré en ces lieux le samedi 2 mai. Le village artistique est une fierté de Grand Bassam et il fait partie des endroits touristiques de la ville. C'est pourquoi le maire de la commune est allé en personne apporter son soutien en cette période difficile du Covid-19. C'est l'un des plus grands villages artisanaux en un seul tenant.
de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est une vitrine pour notre pays, une vitrine pour Grand Bassam. Bien évidemment, dans l'urgence, il s'agissait d'apporter une assistance à ces sinistrés, mais de se projeter également dans l'avenir pour regarder quelles solutions pérennes mettre en œuvre en liaison avec le ministère de l'Artisanat. Je voudrais remercier le ministre qui a dépêché son directeur de l'équipement ce matin pour travailler avec nous sur le lancement des travaux prochains du village artisanal définitif. Un nouveau site de 4 hectares mis à la disposition de ces artisans. Cette nouvelle réjouit les bénéficiaires. Au nom des artisans, je voudrais vraiment merci aux autorités. Vraiment merci. Merci pour leur soutien. Avec ce nouveau site, les artisans de Grand Bassam vont bénéficier de la construction d'un nouveau village artistique plus moderne et plus sécurisé. Voilà, après l'incendie qui s'est déclaré donc dans le village des artisans de Grand Bassam, un site a été trouvé pour les accueillir. Le maire de cette commune est allé soutenir ces artisans. Il a échangé avec eux, comme vous l'avez vu dans ce reportage d'Éric Goré, avant de leur montrer le site de 4 hectares. On revient maintenant sur cette chaîne de solidarité qui se renforce justement. Le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, je rappelle, a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour soulager ces artisans sinistrés. On retrouve notre reporter Jean Magagui. 10 millions de francs CFA. C'est le montant total des vivres et non-vivres que le ministre Sidiki Konaté mobilise pour les victimes de l'incendie d'une partie du village artisanal de Grand Bassam. Un drame survenu le samedi 2 mai 2020, causant d'importants dégâts matériels. Le ministre Sidiki Konaté soulage par ce geste plus d'une dizaine d'artisans sinistrés en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Une action salutaire pour les artisans et les autorités de la commune. Je profite par vos micros pour leur dire merci aux autorités ivoiriennes qui sont venus vraiment nous assister durant ce moment très difficile. C'est l'expression de la solidarité du ministre de l'Artisanat qui vient témoigner de sa compassion et de son soutien aux artisans qui ont été victimes du sinistre que nous savons le week-end dernier. Le deuxième message que je retiens, c'est un message d'espoir dans la mesure où le ministère est porteur de 2 grands projets. Le ministère de tutelle et ses partenaires ont réitéré leur soutien aux artisans de la région, avec comme leitmotiv le lancement de nouveaux projets. Le projet sur lequel nous travaillons avec le ministère de l'Artisanat depuis 1 an et demi avec nos partenaires, il est très important. Il y a un impact social extrêmement fort dans la mesure où il va moderniser l'artisanat grâce à des galeries virtuelles, grâce à l'Internet et puis surtout aussi grâce à des maisons de l'artisanat. Il y en aura 13 en tout dans tout le territoire national. Le premier projet qui est un projet intégré, la reconstruction artisanale avec à l'intérieur un centre de formation. Et le deuxième projet, c'est la reconstruction ou la relocalisation des artisans. Le ministère de l'Artisanat est déterminé à bâtir un secteur des artisans, pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. La Côte d'Ivoire, notre pays, organise la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. 4 stades sont en construction à l'intérieur du pays. Et bien, pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, le ministre des Sports, Dan Opoulin, est en tournée. Première étape, Yamoussoukro, le reportage est signé Kader Sogodo. Comment avancent les travaux des infrastructures liées à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 en cette période de Covid-19? Pour faire l'état des lieux, le ministre des Sports, Claude Paulin Danho, est à Yamoussoukro, ville qui va abriter une poule de la CAN de football Côte d'Ivoire 2023. Pour la visite, il est accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson. L'entreprise en charge des travaux est française. Pour la CAN 2023, Yamoussoukro bénéficie d'un stade flambant neuf de 20 000 places, financé à hauteur de plus de 47 milliards de francs CFA. Également 4 terrains d'entraînement de 4,5 milliards de francs CFA. La visite commence par les terrains d'entraînement. 1 à l'hôtel HP Resort, ex-parlementaire, 2 à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et 1 au lycée scientifique. Nous avons accueilli avec enthousiasme le choix des installations de l'Institut pour faciliter l'organisation de la CAN que notre pays abritera. Les travaux qui sont entrepris permettront de disposer à terme d'infrastructures rénovées. Pour le stade qui va abriter la compétition, le tour est vite fait. La Côte d'Ivoire est au travail et que les chantiers de la CAN 2023 sont bien lancés
et particulièrement à Yamoussoukro. Et nous pouvons partir d'ici satisfaits. Quelles que soient les vicissitudes, le travail avance avec beaucoup de force. 50% de travaux réalisés. Et derrière tout ça, le taux d'avancement est autour de 50%. Aujourd'hui, on a 50% d'avancement du projet, donc il nous reste 50% de marche à franchir encore. Des emplois préservés en cette période de Covid-19. Il faut dire aussi que les entreprises françaises ont confiance. Et pourquoi elles ont confiance? Elles ont confiance parce que le plan de la Côte d'Ivoire de lutte contre le coronavirus, que ce soit le plan santé ou le plan de soutien aux entreprises, il est excellent. Et donc c'est pour ça qu'elles ont confiance, elles continuent à travailler. Et moi je leur ai écrit et je leur ai demandé d'ailleurs de garder leurs employés, de ne pas licencier. Ici, Sogea Satom a gardé tous ses employés, 500 emplois préservés. Pour la CAN de football à Yamoussoukro, ce sont un peu plus de 51 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a décaissé. Débuté en octobre 2018, le délai de 24 mois sera respecté en ce qui concerne les travaux. Prochaine visite Bouaké avec le Stade de la Paix qui a déjà pris du volume. On marque notre dernière escale de ce JT au Burundi où la tension est vive avant le triple scrutin du 20 mai prochain. Pour la présidentielle, le candidat du parti au pouvoir est considéré comme le favori, mais son principal challenger, Agathon Rwasa du CNL, attire lui aussi des marées humaines dans ses meetings. Les violences se sont multipliées ces dernières semaines et le pouvoir qui en rend responsable le principal parti d'opposition a commencé à sévir. Une soixantaine de militants du CNL ont déjà été arrêtés selon la police. On se dit au revoir dans la paix, mais n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. À 23h, retrouvez Kolo Coulibaly. Prenez soin de vous.